Ce doute qui m'étrangle, c'est la peur de l'illusion. Le désespoir coincé dans l'angle et le silence d'une déception. Mais ce ne m'empêche pas de penser que l'impasse que l'on croit toujours sans issue. Nous voyons un parallèle entre la forme que donne la droite raison aux actes de l'homme vertueux, une forme juste et droite, produisant des actes bons, et de cette façon des actes beaux, et la forme dont nous parlions plus haut, qui produit la beauté et la bonté dans l'œuvre d'art, dans l'expérience esthétique. C'est déjà avec Aristote, l'idéal de l'homme est conçu avec l'idée d'ordre, de convenance, d'harmonie, de beauté, et la raison, la droite raison. C'est bien parce que le beau, le bon et le vrai sont identiques dans l'être. Pour que l'œuvre d'art soit perçue comme belle, les penseurs chrétiens depuis saint Ambroise diront que le beau nécessite quelques conditions. L'objet se doit d'être parfait dans le sens de entier, car une chose est laide si elle est imparfaite, s'il lui manque de l'être. Il suffit de couper le nez de quelqu'un pour s'en rendre compte. L'objet doit aussi être harmonieux, car la beauté, disait Plotin, est l'accord dans la proportion des parties entre elles et avec le tout. Et c'est un lieu commun scolastique, selon lequel c'est la forme du tout qui confère aux parties l'unité, et puisque l'un et l'être sont convertibles, c'est elle qui fait de ce tout un être un, donc un être. Enfin, le beau nécessite l'éclat, qui pour saint Augustin est sa couleur et le plaisir qu'elle cause. C'est lui qui retient le regard et le fondement objectif de notre perception sensible du beau. Si le beau moral est lié au bien, c'est parce que le bien et le beau sont convertibles avec l'être, tout comme le vrai l'est également. Faire le bien, c'est agir selon la droite raison, comme nous l'avons vu, et cette raison elle-même est mesurée par une règle pour être droite. L'action doit être conforme à l'essence de l'homme, à ce qui lui convient, à ce qui lui est bon, à ce qui le rend plus homme et le perfectionne. La raison est droite si elle se règle sur la vraie nature de l'homme, et cette nature vient de l'idée que Dieu avait en le faisant homme. La bonté de l'homme se mesure par rapport au projet de Dieu pour l'homme, à ses idées éternelles, à sa volonté, autrement dit, à la loi éternelle. L'acte sera beau s'il est bon, et il sera bon s'il correspond à la vérité de son essence et du projet divin. De même qu'un acte bon doit parfaire l'homme, le rendre plus homme complet, être en harmonie avec son essence et la droite raison, et rayonner de l'éclat de la vertu, l'œuvre d'art se devra d'être également parfaite, c'est-à-dire achevée, présenter une harmonie dans ses formes et avoir l'éclat de ses couleurs pour atteindre sa finalité. Si elle n'a pas ces éléments, elle ne plaira pas au regard de l'homme. La beauté morale est liée à la beauté de la vérité. Un acte bon est aussi un acte vrai qui est ordonné à ce qui est dû à l'essence de l'être qui pose cet acte. De même, s'il y a une beauté dans la vérité en elle-même, comme connaissance de l'intellect, c'est parce que la vérité, dans une philosophie soucieuse du réel, et qui se veut une sagesse et non une idéologie déconnectée, est, selon la formule classique scolastique, l'adéquation de l'intelligence et de ce que sont les êtres dans la réalité. Dans cette notion d'adéquation, nous retrouvons l'harmonie, qui est une des composantes du beau de l'œuvre d'art. Qui dit harmonie dit convenance dans l'arrangement des parties pour constituer le tout. Cela même est la définition de la forme, dont le rôle est de donner une unité à la multiplicité des parties. Mais cette unité se fait dans une juste proportion qui donne à l'être d'être tel être particulier et non un autre, et qui lui donne sa beauté. C'est pour cette raison que Thomas d'Aquin enseigne que, comme nous l'avons déjà dit, le beau, à proprement parler, se rapporte à la cause formelle. Pourquoi ?
Parce que le beau consiste dans une juste proportion des choses, car nos sens se délectent dans les choses proportionnées, qui leur ressemblent en tant qu'ils comportent un certain ordre, comme toute vertu cognitive, précise-t-il dans le même passage. La proportion entre la pensée et la chose est une ressemblance, et la ressemblance concerne la forme. Le vrai, comme le beau, requiert également une adéquation totale et non simplement partielle. Il doit être entier. Il n'y a pas de semi-vérité. Soit la pensée est adéquate au réel, soit elle ne l'est pas. Et finalement, le vrai, issu d'un acte de l'intelligence, faculté souvent comparée à une lumière intérieure, dévoile ce que sont les choses cachées, comme un rayon de soleil qui, entrant par une fenêtre, permet de voir les objets qui se trouvent dans une pièce. Le vrai est donc une sorte d'éclat dans l'ordre du savoir, d'où l'adage traditionnel qui dit que le beau est la splendeur de la vérité. Mais le vrai du métaphysicien qui cherche à connaître ce que c'est que l'être en lui-même n'est pas le même que celui de l'artiste. Comme le dit M. Gilson, une œuvre d'art n'est ni vraie ni fausse. L'art est tel que la notion de vérité ne se pose pas à son sujet. On ne cherche pas dans la vue d'un tableau à savoir quelque chose pour connaître mieux le réel, pour acquérir un savoir scientifique ou philosophique. Le beau est certes l'acte d'un être intelligent qui ne peut pas ne pas penser quand il reçoit des informations par les sens. Dans le cas de l'expérience esthétique, la vue apporte un savoir à l'intelligence, mais il s'agit du vrai sensiblement perçu, qui n'est là que pour causer une délectation. Le beau n'est pas un bien, dans le sens habituel où le bon est ce qui est bon pour la volonté, mais c'est un bien de la connaissance en tant que le beau est une connaissance désirable dans l'acte même de l'appréhender. Dans une philosophie du primat de l'être, comme celle de saint Thomas, le beau est nécessairement la finalité de l'œuvre d'art, puisque le beau est ce qui plaît quand on le voit. Id quod visum placet. De même que le bon est ce que tout le monde désire. Id quod omnia appetunt. On ne peut pas ne pas tendre vers une chose bonne qui mérite d'être aimée à cause d'une perfection intrinsèque, propre, qui nous convient, qui nous est connaturelle. Le beau vu par un être intelligent s'accompagne d'un plaisir qui n'est pas le beau lui-même, mais simplement un indice de la présence du beau. Il est, d'après M. Gilson, la marque distinctive de l'expérience du beau. Il concerne donc la faculté de connaissance, mais pas une connaissance tournée vers le vrai en tant que tel, mais une simple intelligibilité de l'être perçue par les sens. L'expérience esthétique est plus une perception par les sens qu'une connaissance intellectuelle. Mais en l'homme, l'un ne va pas sans l'autre. Le beau est un bonheur qui naît de l'appréhension de l'être, et comme l'être est bon, il y a une délectation dans sa vision. Le beau de l'art est cette pure délectation de la beauté de l'être perçu pour lui-même. Cela le distingue du beau de la nature qui n'existe pas pour lui-même. Les êtres de la nature n'ont pas pour seule finalité la beauté, alors que les objets de l'art n'existent que pour procurer un plaisir esthétique par la beauté. De plus, il y a une grande différence dans la façon dont la nature et l'artiste produisent leurs objets. La première a une cause formelle intérieure et le second une cause formelle extérieure. La matière de la nature vient en même temps que la forme et naît avec elle alors que la matière de l'artiste le précède et possède déjà une forme en tant que matière naturelle. Tout diffère entre ces deux productions d'êtres nouveaux, la provenance, la cause formelle et la finalité. Si l'œuvre d'art cause du plaisir, c'est que sa forme lui donne une harmonie dans sa structure même, un éclat, une proportion qui lui est due. Et comme l'expérience esthétique est l'acte d'une intelligence, elle-même puissance de l'âme proportionnée, la beauté est la connaissance d'une similitude substantielle entre deux êtres dûment proportionnés. Le beau est la sorte particulière de bonté dont une puissance cognitive est l'expérience, dans l'acte même de connaître un objet qui se prête éminemment à la connaissance. Le beau est à la connaissance ce que le bon est au désir de la volonté.
Le plaisir éprouvé dans la connaissance du beau ne constitue pas la beauté en elle-même, mais il en décèle la présence. Donc, à moins d'être malade ou fou, personne ne se plaît dans le laid en soi, de la même façon que personne ne cherche à faire le mal en soi. Si on prend plaisir à voir un objet objectivement laid, ce n'est que par accident. Dans l'acte mauvais, on ne cherche pas le néant, ce qui manque à l'être. On cherche ce qui nous paraît comme être un bien, alors qu'il ne l'est pas à cause d'une certaine privation d'être, ou de manque d'harmonie ou de déformation. Il manque alors de proportion entre l'objet et l'intellect qui le connaît. Et pour reprendre M. Gilson, paraphrasant saint Thomas, puisque la similitude concerne toujours la forme, la beauté a proprement rapport à la cause formelle. De la même manière, on ne peut se délecter d'un manque d'être dans l'œuvre d'art, car le non-être n'est rien et le vide, le non connu, le non perçu, n'attire pas la volonté. Comme le disait M. Zemmour avec ses mots à lui, en tant que non-philosophe, si ce n'est pas le beau, ce n'est rien. Et si c'est devenu le rien, pour de nombreux contemporains, c'est aussi parce qu'on a oublié que le beau est un transcendantal de l'être, et on n'a pas distingué mais carrément séparé le beau de l'être. Pour les philosophes comme M. Michaud, libérés du dogmatisme, le beau est alors rejeté comme une notion métaphysique sans objet précis. On demande alors qu'est-ce que le beau, et l'on ne trouve que des réponses verbales dont il ne faut pas longtemps pour percevoir le vide, disait M. Gilson. La critique kantienne a été suivie de la philosophie moderne des valeurs, contre laquelle il n'y a rien à dire, sinon il porte principalement sur le mot. Mais je n'ai pas à douter de l'amour, c'est plutôt l'amour qui compte sur moi. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Désormais à présent, aimer sera ma loi. Le désir des honneurs, des biens et des délices produit seul ses vertus comme il produit ses vices. Et l'aveugle intérêt qui règne dans le cœur va d'objet en objet et d'erreur en erreur. Le nombre de ces mots s'accroît par leur remède. Au mal qui se guérit, un autre mal succède. Au nez de ce tyran, dans l'empire est caché, un péché se guérit par un autre péché. Bien malheureux l'homme qui au monde se fie. Et je n'ai pas à douter de l'amour, c'est plutôt l'amour qui compte sur moi. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Désormais à présent, aimer sera ma loi. Si le jour de la foi n'éclaire pas la raison, notre goût dépravé tournera tout en poison. Toujours de notre orgueil, la subtile imposture, au bien qui semble fait changer de nature. Et dans le propre amour dont l'homme est revêtu, il se rend criminel, même par sa vertu, ouais. Il se rend criminel, même par sa vertu. Et je n'ai pas à douter de l'amour, c'est plutôt l'amour qui compte sur moi. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Désormais à présent, aimer sera ma loi. Impossible que mon cœur batte tout seul, que ma vie soit un pur hasard d'un soi-disant destin. Ce doute résistant comme une pierre de meule
font comme de la cire quand je pleure dans tes mains. Mais le chemin est long, la porte est étroite. Et si ma tête ne le comprend, ne le crois pas. Mon âme se bat pour être un peu plus à ta droite. Choix de l'amour, de ses souffrances et de ses joies. Choix de l'amour, de ses souffrances et de ses joies. Mais je n'ai pas à douter de l'amour. C'est plutôt l'amour qui compte sur moi. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Désormais à présent, aimer sera ma loi. Mais je n'ai pas à douter de l'amour. C'est plutôt l'amour qui compte sur moi. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Désormais à présent, aimer sera ma loi. Yeah. Non, je n'ai pas à douter de l'amour, car c'est toi l'amour qui compte sur moi. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Désormais à présent, aimer sera ma loi.